faut rester à l'écoute de la personne parce que c'est elle qui sait de la façon qu'elle aime ça, faire ça. Puis ça change rien, à vrai dire. C'est juste gagnant-gagnant, je pense, d'être à l'écoute des demandes, des besoins de la personne qui reçoit des soins. Il faut qu'on se familiarise puis qu'on se fasse confiance un petit peu. L'auxiliaire sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Il a suivi des cours pour ça. Puis nous autres, on a des attentes, mais il faut respecter l'un et l'autre, puis prendre le temps de se connaître, puis que le travail se fasse bien. C'est certain que quand on se rend chez quelqu'un pour donner des soins, des services, il y a les besoins physiques, mais il y a les besoins de socialisation qui viennent avec aussi. C'est une réalité, on ne peut pas passer à côté. C'est juste que souvent, on a un horaire assez serré. En étant conscient que la personne va... Des fois, c'est des gens qui vivent seuls, souvent des gens qui vivent seuls, donc ça va être la visite de la journée, ça va être la visite de la semaine. Il faut prendre ça en considération, il faut prendre le temps de jaser, de discuter, mais aussi il faut pouvoir mettre les limites parce qu'on est là pour accomplir un travail. Et puis, il y a un temps précis, un temps prescrit là, pour réaliser ces tâches-là. Dans mes attentes, j'ai peut-être une demande de respect aussi. Alors, respect des lieux, parce que c'est important, c'est important. Moi, je demande toujours qu'on remette, je leur demande pas qu'ils me fassent du ménage, je leur demande, c'est pas ça, je leur demande toujours qu'ils remettent l'appartement dans l'état qu'il était quand ils sont arrivés. Pour ce qui est de la communication du proche aidant avec l'auxiliaire ou avec le préposé, c'est primordial, surtout pour l'auxiliaire préposé, quand on se rend chez une personne qui a besoin de soins, qui a besoin d'assistance, qui habite avec un proche aidant, on ne peut pas juste l'ignorer. Donc, c'est sûr, communication, oui, déjà, les formules de politesse, bonjour, on rentre chez quelqu'un, mais aussi, il y a une partie des soins qui nous revient, mais il y a une partie des soins que souvent le proche aidant, ou une partie des choses qui se passent dans la maison, que c'est le proche aidant qui s'occupe. Fait que des fois, peut-être mettre ça au clair. Les relations interpersonnelles avec les auxiliaires sont... Je tente qu'ils soient au minimum. Alors, si les personnes arrivent, c'est le bonjour. C'est certain que c'est toujours un bonjour, c'est toujours un bonjour quand elles quittent, mais j'essaie de ne pas m'immiscer dans le travail ou de m'immiscer entre elles et André. Je sais que ce n'est pas toujours perçu comme ça, par contre. Je comprends, par contre, que ce n'est pas évident pour un auxiliaire de rentrer dans une maison où est-ce qu'il y a une proche aidante ou un proche aidant. Je comprends très bien que c'est différent parce qu'ils ont deux personnes à s'adapter. Alors ça, je le comprends. Au début, c'est très difficile parce que tu sens une invasion. C'est comme... Moi, ça me rend agressive. Puis là, je suis plus calme parce que là, c'est comme c'est embarqué dans ma routine. Là, je suis habituée qu'il y ait des gens qui viennent tel jour, tel jour. C'est sûr que quand ils viennent chez nous, je suis jamais contente de les voir. Mais quand ils partent, je suis toujours contente de l'avoir fait. Les auxiliaires, lorsqu'ils arrivent à la maison, j'ai pas de coin à moi chez moi. Alors, ça nous a même obligés, dans la réalité, là, dans notre quotidien, on fait même chambre à part pour cette raison-là, parce que tout le monde vient dans la chambre. Alors, c'est une des façons que j'ai tenté de préserver un peu mon intimité, parce que l'intimité du couple, je pense pas qu'on peut vraiment arriver à la préserver en présence des auxiliaires. Je pense que ça nuirait plus à leur travail puis même à l'entente, à la dynamique là, qui s'installe lorsque les auxiliaires arrivent. Et on a des gens dans la maison. On a des gens qui sont partout dans la maison. Alors ça, c'est difficile. Nous, ça fait plus de 20 ans que ça dure. On ne s'habitue pas réellement. Il faut faire avec. Et puis avec certaines personnes, c'est facile de faire avec. C'est là vient l'importance qu'il faut créer une barrière. On doit être amical sans être des amis. Si l'approche est bonne, bien peut-être que moi aussi, mon ouverture est peut-être mieux. Les principaux changements cognitifs qu'on voit dans la sclérose en plaques touchent ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est tout ce qui nous aide à bien gérer notre quotidien. Donc, les patterns de comportement qu'on apprend pour réussir à s'adapter aux situations qui se répètent comme aux situations nouvelles. Il y a plusieurs fonctions exécutives. Les principales atteintes dont les gens qui ont la sclérose en plaques vont se plaindre, c'est les pertes de mémoire et les difficultés de concentration. Difficultés de concentration, ils vont nous dire, par exemple, j'arrive plus vraiment à lire, à avoir du plaisir à lire parce que je retiens pas ce que je lis, ou j'ai de la difficulté quand plusieurs personnes m'entourent à suivre la conversation.
Au niveau de la mémoire, ils vont se plaindre beaucoup de troubles de mémoire à court terme. Donc, j'oublie des choses, j'arrive pas à évoquer le nom que pourtant je connais très bien. Donc, ça va être les principales plaintes et ce qui va être le plus noté par l'entourage aussi. Par contre, il y a des atteintes plus subtiles, mais qui sont très dérangeantes. Les atteintes de ce qu'on appelle les capacités d'organisation et de planification, par exemple. Donc, que ce soit pour aller faire son épicerie, faire une recette, on a tous des façons de fonctionner dans notre tête pour organiser une tâche. Quand ça devient plus difficile, la personne est rapidement débordée. Si elle a 3-4 choses à son horaire dans la même journée, elle va avoir de la difficulté à faire des priorités puis à s'organiser pour que tout ça rentre dans la même journée. Donc ça, c'est un grand facteur qui va faire que les gens vont développer de l'anxiété parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne gèrent pas bien les choses. Et plus la situation est nouvelle et imprévue, plus ça devient anxiogène. Alors ça, c'est des atteintes qui ne seront pas capables de nommer comme telles, mais que si on évalue puis on regarde le fonctionnement, on va très bien voir qu'il y a des pertes à ce niveau-là. Une autre atteinte qui va être assez fréquente, puis là, c'est l'entourage qui va nous en parler, qui va nous dire, on dirait qu'il est plus impulsif, on dirait qu'il se fâche plus facilement, contrôle moins bien ses émotions, pleure à rien. Alors ça, c'est une espèce de défaut d'inhibition qui fait que la personne va être moins bien capable de moduler ses émotions. J'ai vécu un petit moment où est-ce que j'avais pas de filtre. Je disais tout ce qui me passait par la tête. Les gens réagissaient là, avec c'était comme une claque que je leur envoyais. J'ai pas de façon. Je suis toujours de la même air. Ça va m'arriver d'avoir les larmes aux yeux ou c'est pas que je suis d'une mauvaise humeur ou parce que je veux pas avoir de façon, mais c'est pas contrôlable. C'est pour ça que si l'auxiliaire prend le temps de parler un petit peu tout le temps avant de donner son service pour voir comment est-ce qu'est la journée, il va savoir exactement comment est-ce qu'on se sent cette journée-là ou à ce moment-là.